Bonjour à tous et bienvenue sur ce 3e épisode de mon podcast Carnet de voyage. On est parti au Japon, on est parti en Polynésie française et maintenant on retourne en Asie avec une aventure unique. 4 mois de voyage en sac à dos, en solo, à travers le Vietnam, Taïwan, Hong Kong et l'Indonésie. Mon invitée du jour se considère comme une grande stressée dans la vie quotidienne et pourtant, quand elle est partie en voyage à l'autre bout du monde, elle ne s'est jamais sentie aussi bien. Elle va nous raconter ses expériences, ses découvertes et aussi ses idées reçues sur le voyage solo. Est-ce que c'est vraiment inaccessible ou est-ce que c'est plus facile que ce que l'on pense? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Emeline. Coucou! Coucou! Tu vas bien? Ça va super, et toi? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Merci de m'avoir invitée. Est-ce que d'abord tu veux te présenter pour les auditeurs? Alors moi, c'est Emeline, j'ai 27 ans, bientôt 28. Je suis freelance en communication, c'est ce qui me permet de pas mal voyager depuis quelques années. Trop bien. Et que dire, toute ma vie tourne autour de la lecture, de l'écriture, des voyages et de la nourriture, ce qui va aussi un peu avec le voyage du coup. Trop bien. Et voilà. Ok. Bon, plein de passions communes alors. C'est ça. Du coup, la question que je pose à tous les invités avant de commencer, c'est comment les voyages sont venus à toi dans ta vie? Est-ce que tu as toujours un peu voyagé avec tes parents ou est-ce que c'est venu un peu plus sur le tard de toi-même? Alors, j'ai pas du tout voyagé avec mes parents. Okay. Je pense qu'on avait fait un voyage à l'étranger quand j'étais petite. On bougeait pas mal, mais en France. Okay. Donc voilà, j'ai quand même vu pas mal du pays. Et très tôt, j'ai eu envie de partir justement et de voir autre chose. Et peut-être que du coup, il y a eu un peu cette frustration de ne pas le faire avec mes parents. Et du coup, à 18 ans, j'ai fait mon premier voyage solo. Genre, le lendemain de mes 18 ans, j'étais dans l'Eurostar Londres. Je voulais absolument faire Londres. C'était mon rêve. Un peu accessible comme rêve, mais ça voilà. Va. Et ça a commencé comme ça. Et depuis, je me suis jamais trop arrêtée. Incroyable. Ouais. Et du coup, comme je l'ai dit dans l'intro, on va parler de ton voyage de 4 mois en Asie. Comment est-ce que tu as choisi la destination? Pourquoi l'Asie? Alors, il y avait 2 zones du monde un peu qui me faisaient rêver. Il y avait le Canada. Ok. Donc hyper précis. Et après, il y avait l'Asie. Et là, pour le coup, c'était, j'avais pas un pays en tête. Je voulais un peu en voir plusieurs. Okay. Et quand j'étais étudiante, je voyageais beaucoup au niveau de l'Europe, puisque ça reste le plus accessible, le train, le bus, tout ça. Et quand j'ai voulu commencer à voyager plus loin, j'ai dû faire un choix. Et mon choix s'est porté assez vite sur l'Asie. Il faut savoir qu'avant de faire ce voyage de 4 mois, je suis partie 1 mois solo en Thaïlande. Okay. Et c'était un peu le test. Et je me dis, voyager solo quand t'es une femme, c'est vrai que l'Asie, je sais que ça se faisait beaucoup. J'avais beaucoup de contenu sur YouTube, sur les réseaux, de femmes solo qui partaient là-bas. Ça me semblait assez accessible et faisable. Et du coup, je me suis dit, banco. Je réunis un peu toutes les cases de j'ai envie de le faire. Et en plus, ça me paraît faisable. Donc, go. Donc, let's go. C'est ça. Okay. Et c'était il y a combien de temps, du coup, ce voyage? C'était en 2023, donc il y a 2 ans, tout pile. Okay. Là, j'y serai, là. Donc, c'était... t'avais 26? Non, tu m'as dit que t'avais... J'avais 25 ans. Ok. Ouais, j'allais sur mes 26 ans. Ok. Est-ce que tu avais prévu de partir pendant 4 mois ou c'est au fur et à mesure, ça s'est raccourci, allongé, ou tu t'étais donné une période définie, là je pars pendant 4 mois? Alors pour le voyage de 4 mois en Asie, je m'étais dit 5 mois. J'avais un budget en fait, j'avais économisé, je savais que je pouvais tenir 5-6 mois. Ok. Du 6 mois si je dépense pas trop. Et en fait, j'ai des copines qui ont voulu me rejoindre parce que je partais un peu pendant la période d'été. Ok. Et du coup, je suis partie 4 mois solo et après, le dernier mois, je l'ai fait avec des copines. Donc ça s'est un peu mis comme ça. Et après, j'avais plus de sous, donc je suis rentrée. J'ai dû rentrer. J'aurais pu rester plus longtemps, c'était pas ça, mais là, j'ai épuisé toutes mes économies. Okay. Donc je suis rentrée à la maison. Ok. Du coup, comment est-ce que tu as défini ton itinéraire? Est-ce que tu avais ces 4 pays-là que j'ai cités dans l'intro en tête ou t'es partie dans un pays et ensuite c'était un peu YOLO, quoi? Ouais, alors je voulais vraiment faire le Vietnam et Taïwan. Ok. Taïwan, ça me faisait envie depuis quelques années. Hong Kong, je me suis dit, je suis à côté. Donc autant le faire. Et l'Indonésie, c'est venu parce que justement, j'avais mes copines qui me rejoignaient au mois d'août. Et donc j'avais le juillet, donc j'avais fait mon itinéraire, ça me menait à juillet, j'avais un trou. Okay. Et juillet en Asie, c'est la saison des pluies dans pas mal de pays, sauf en Indonésie, entre autres. Okay. Et du coup, je me suis dit, en vrai, pourquoi pas l'Indonésie? C'était un peu dans ma bucket list. Je voulais pas forcément faire Bali à ce moment-là. Okay. Je l'ai quand même fait 1 semaine avec mes copines au mois d'août, mais pour le mois, je ne me voyais pas passer 1 mois à Bali. Ouais. Du coup, j'ai un peu cherché et je suis tombée sur Lombok, qui est une des îles pas loin. Donc, c'est comme ça que j'ai un peu fait mon itinéraire. Et tout ça, c'était avant du coup de partir ou c'est construit au fur et à mesure du voyage? C'est quoi, je me souviens plus. Je pense que j'avais en tête les pays et après les grosses étapes que je voulais faire dans chaque pays. Généralement, ce que je fais, c'est qu'avant d'arriver dans le pays, je me prévois quelques jours, voire 1 ou 2
2 semaines. Et après, j'improvise un petit peu au fur et à mesure. Okay. Je me laisse juste quelques jours de délai à chaque fois avant de bouger. Donc du coup, c'était un peu je planifiais pas. Mais, mais j'avais quand même les grosses étapes. T'avais les grandes lignes et ensuite, c'était un peu à l'impro. Ouais, exactement. Okay. Donc t'es partie, t'as commencé par le Vietnam ? Ouais, je suis arrivée au Vietnam fin mars. Pendant 5 semaines. Donc t'avais prévu de partir 5 semaines ? Il me semble que oui. Je pense que je suis arrivée au Vietnam parce que j'ai un peu peur à chaque fois de me voir refuser l'entrée. Tu sais, si t'as pas le billet sortant, vu que je rentre avec des visas gratuits. Alors normalement, tu peux. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont fait. Moi, je suis un peu stressée. Donc je m'étais dit, je pars quand même avec mon billet de retour. Donc je pense que j'avais quand même déjà mon billet de retour. C'est même sûr parce que du coup, j'ai fait un peu des allers-retours entre le sud et le nord. Enfin, ça a un peu été cafouillis, mais voilà. Et donc ouais, j'avais mon billet de retour pour Taïwan. Et je pense qu'avant de partir à Taïwan, j'avais repris mon billet de retour encore une fois pour Hong Kong. Ouais. Et en fait, à chaque fois, Hong Kong, je suis restée que 5 jours. Donc, j'avais déjà mon billet pour l'Indonésie. Ok, trop bien. Avant ce voyage de 4 mois, j'allais te poser la question, est-ce que tu étais déjà partie seule ? Mais du coup, tu m'as un peu répondu aussi avant. Tu es partie en Thaïlande. Londres, c'était solo aussi ? Non, c'était avec une copine. Alors, mon tout premier voyage, on va dire, semi-solo, j'avais fait 3 mois en tant que fille au pair à Londres. Ok. Donc, je partais seule, mais je partais dans une famille. Donc, c'était assez encadré quand même. Tu avais un peu cette assurance. Un bon entre-deux, en vrai, pour commencer. Exactement, c'est que t'es solo, indépendante, mais en même temps, t'as quand même le cadre de la famille. En tout cas, tu t'entends bien avec les personnes, ça t'aide vachement. Et après, mon vrai premier voyage, on va dire solo, c'était en Écosse. Donc pareil, assez accessible en termes de distance, même de langue, de culture, etc. Et j'étais partie 4 jours, donc c'était un peu mon premier test. Du coup, la Thaïlande, après, c'était mon premier vrai test. Je pars un mois très loin où je connais personne. Et ça s'est bien passé ? Ça s'est super bien passé. Je crois que même encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à faire un top de mes voyages, mais encore aujourd'hui, je crois que la Thaïlande, ça reste une de mes meilleures expériences. C'était incroyable. Donc, j'essaye d'y aller en fin d'année, donc je croise les doigts. Du coup, parmi les 4 pays que tu as fait, est-ce qu'il y a un mode de vie qui t'a le plus marqué ou une culture qui t'a vraiment plus... là, tu t'es dit, waouh, c'est hyper dépaysant, il se passe quelque chose là. J'ai l'impression qu'à chaque fois, ça me marque différemment. Ce qui me marque beaucoup, c'est la mentalité des gens. Ils sont tellement bienveillants, gentils. Enfin, en tant que Française, en tant que Parisienne, c'est vrai que même quand je reviens d'Asie, généralement quand je reviens à Paris, je me sens vite agressée, tu vois. Et là-bas, t'es juste, les gens, ils s'en fichent, ils font leur vie, ils sont gentils, ils viennent te voir, ils te parlent. Enfin, c'est que de la bienveillance, de la gentillesse. Et on va dire que ça m'a marqué et ça revient dans à peu près tous les pays que j'ai fait. Après, c'est beaucoup d'activités. Le Vietnam, ce qui m'avait marqué, c'est que c'est très bruyant, surtout Hanoï, des grandes villes, etc. Et c'est beaucoup l'activité. Il y a tout le temps du bruit, il y a tout le temps des lumières, il y a tout le temps des choses à voir. C'est un peu surstimulé. Mais dans le bon sens, enfin, pas dans un mauvais sens. T'es en mode, waouh, il y a plein d'odeurs, t'as envie de tout manger, t'as envie de tout voir, t'as envie de tout écouter. D'être partout. Ouais, exactement. Et ça m'avait assez marqué. Ou alors, à l'inverse aussi, quand tu te éloignes un peu plus dans les terres où c'est paisible, il n'y a personne, il n'y a pas de bruit. C'est calme. Waouh, extraordinaire. Trop bien. Et du coup, le Vietnam, on peut faire un peu pays par pays. Qu'est-ce que tu as visité et qu'est-ce que tu as préféré, même si c'est un peu dur de choisir ? Alors, oui et non. Parce que pour le coup, le Vietnam, j'ai vécu une des meilleures expériences de ma vie voyage, qui était assez incroyable. Alors, c'est hyper populaire au Vietnam. Enfin, moi, j'avais pas l'intention de le faire. Et en fait, j'ai une copine qui était en même temps que moi au Vietnam et on s'est un peu croisés. Et voilà, et elle l'avait fait avec ses parents au début de son voyage. Ça s'appelle la Ha Giang Loop. Donc, c'est plus dans le nord du Vietnam. Et c'est un trip à moto pendant 2, 3 ou 4 jours. Tu pars en groupe. Donc, il y a un peu l'effet sur-tourisme. Parce que vraiment, tu croises 10 groupes de 40 sur des motos. Enfin, des fois, tu te retrouves dans des ambiances où tu n'as que des motos de touristes, etc. Mais en fait, la plupart du temps, t'es solo au milieu de la nature, sur une moto, au milieu de nulle part, et t'as des paysages qui sont tellement incroyables. Et je pourrais même pas expliquer ce qui est si incroyable, parce que des paysages magnifiques, t'en as dans plein de pays. La quiétude, t'en as dans plein de pays. Être solo au milieu de la nature, tu peux l'avoir dans plein de pays. Mais il y a quelque chose qui fait que pendant ce voyage, c'était... je sais pas, c'était juste incroyable. J'ai une image de moi sur la route. En plus, moi, j'étais en tête de groupe avec mon driver. Donc, on était vraiment tout devant. Il y avait personne devant nous, personne derrière nous. Et sur une route, il y a personne. Et il y a des énormes montagnes. Donc, le Vietnam tout vert, avec un petit brouillard au fond. Et tu te dis, mais en fait, je suis dans un film. Enfin, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je fais là, en fait ? C'est ça. Et c'était juste tellement incroyable. Et je me souviens que beaucoup d'émotions, beaucoup de fatigue. Et le premier soir où je suis rentrée dans mon hôtel, j'étais toute seule. Parce qu'en plus, tu passes 3 jours avec 30 personnes. Donc, t'es tout le temps avec des gens, tu parles et tout. Et là, je me suis retrouvée seule dans mon hôtel. Et j'étais en mode... Oh. Et vraiment, j'ai pleuré dans mon lit. Je fais oh, c'est fini et tout. Et j'ai eu une espèce de... Je pourrais pas l'expliquer. Enfin, vraiment, c'est une expérience humaine, je pense aussi. Et, oui, bien sûr. Et même d'expérience qui était juste incroyable. Et c'est un de mes plus beaux souvenirs donc, du Vietnam.
mais aussi du voyage. Trop bien. Et après le Vietnam, j'ai quand même fait... j'ai un peu fait des retours du coup, ce que je te J'allais disais. dire, t'as fait le nord, puis C'est que je suis arrivée à Hanoï, je suis allée à Sapa, où pareil, j'ai fait 2 jours en trekking. Alors j'ai une forme physique, mais horrible. Mais je suis partie 2 jours en trekking sous 40 degrés. Ah oui, J'étais en mode, vas-y, on y va. Et pareil, pas j'étais grave. solo avec ma guide et c'était juste extraordinaire au milieu de la nature. Incroyable. Et après, je suis redescendue au fur et à mesure jusqu'à Ho Chi Minh. Et après, je suis remontée du coup dans le nord pour aller faire la Ha Giang Loop parce qu'on m'a dit non, il faut que tu la fasses, c'est incroyable et tout. Et au début, je voulais pas trop le faire parce que je me disais, oh, la moto quand même. Ouais, et puis tout remonter alors que. De toute façon, je m'étais mal débrouillée. C'est que un des avantages peut-être quand tu sais pas trop ce que tu veux faire, tu as juste les premières étapes et après tu dis vas-y, je vais voir. C'est que j'avais pas pensé que j'allais aller jusque dans le sud et que donc après Ho Chi Minh, faut remonter pour. Et j'avais pris mon billet d'avion depuis Hanoï, donc dans tous les cas, je vais remonter. Mais là, je m'étais vraiment dit non, vas-y, tout le monde te dit il faut le faire, vas-y, fais-le. Et au final, je regrette tellement pas parce que je te dis, c'est une des meilleures expériences de ma vie. Comme quoi, c'est aussi très important tu peux planifier. Oui. D'ailleurs, moi, c'est ce qui me rassure aussi de planifier un minimum. Un peu, mais de te laisser un peu de liberté parce que ça te permet de faire des expériences auxquelles tu n'aurais pas pensé. Mais les personnes que tu rencontres sur la route et tout qui te disent vas-y, va là, vas-y. Si on te dit vas-y, il faut que tu y ailles. De toute façon, c'est toujours comme ça. On veut prévoir un maximum, mais dans tous les voyages, il y a forcément des imprévus et des choses que tu prévois un peu à la dernière minute aussi. Ouais, c'est ça qui est beau. Exactement. Et donc, après le Vietnam, t'es partie à Taïwan. À Taïwan, c'est ça. Ouais. Là, je suis restée 2 mois. Là, c'est aussi un peu un test parce que j'avais trop envie d'aller plusieurs mois, voire même une année à Taïwan. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais tester, voir si c'est quelque chose qui peut me plaire, si je pourrais m'y voir plus longtemps. Donc, je m'étais dit, vas-y, tu vas 2 mois. Et j'étais partie vraiment pour voyager pendant 1 mois. Donc là, j'avais fait le nord depuis Taipei. Après, j'étais descendue par la côte ouest jusque dans le sud. Et par contre, je suis pas allée dans la côte est parce que c'était juste après le tremblement de terre qu'il y avait eu, qui avait fait pas mal de dégâts. Okay. Donc, je m'y étais pas trop risquée. Déjà, j'ai vécu des mini secousses, des tremblements de terre qui m'ont bien fait flipper sur la côte ouest. Je suis non, je vais éviter d'aller sur la côte est. C'est ça. Donc, mais du coup, j'ai envie d'y retourner pour aller dans ce côté-là. Okay. Et donc ça, pendant 1 mois, je suis descendue et tout. Et après, je suis remontée à Taipei parce que j'ai fait une expérience de volontariat pendant 1 mois. Donc, c'est des échanges de bons procédés. Généralement, tu travailles quelques heures par jour pour une entreprise. Enfin, des fois, c'est des hôtels, des auberges. Moi, je travaille pour un hôtel pour chiens à chaque fois, parce que je ne sais pas le mot, mais en gros, un endroit où ils me déposent les chiens pendant qu'ils vont en voyage et on s'occupe des chiens, quoi. Donc, un hôtel pour chiens. C'est drôle, ça. Je ne sais pas. C'est pas un refuge. Enfin, je ne sais pas trop comment le qualifier, mais bon. J'ai appelé ça un hôtel pour chiens. Très bien. C'est fun. Et en échange, tu as le logement gratuit. Ouais, donc ça m'a permis de rester 1 mois supplémentaire à Taïwan à frais un peu plus réduits, parce qu'à chaque fois, les logements, c'est ce qui coûte le plus cher. Bien sûr. Donc, 2 mois à Taïwan. Ok. Ça a dû être une belle expérience, aussi ce volontariat, etc. Ouais, c'était vraiment très cool. Après, c'était des franco-taïwanais qui tenaient cet établissement. Ok. Après, c'était très intense comme travail, c'était tout réduit. Mais après, ouais, ça restait sympa. Il y a les petits chiens et tout. J'étais un peu triste de les quitter à la fin. Tu m'étonnes. Mais ouais, vraiment très chouette. Et ça m'a quand même permis aussi de rencontrer des gens, parce que tu as d'autres voyageurs et tu discutes toujours. Ça permet aussi de créer un peu de lien plus facilement, surtout quand tu voyages solo et que tu n'as pas de connaissances dans les pays à chaque fois. Ça peut être aussi une bonne façon de rencontrer des gens et de partager des choses avec eux. Ensuite, tu es partie à Hong Kong, c'est ça ? Là, c'était express, j'ai fait 4 jours. Ok. Mais très cool. Mais tu voulais quand même y passer pour découvrir. Ouais, je me dis, c'est une ville à voir et à faire. Après, 4-5 jours, c'est assez, je pense, pour voir le plus gros. Ok. Après, ce qui peut être intéressant, c'est que tu peux partir un peu plus dans des petites îles autour, je pense, tout ce qui est nature à explorer. Mais si tu veux avoir un premier aperçu de Hong Kong en 4-5 jours, je les ai fait tranquilles, je me pris mon temps, je suis allée un peu loin en plus de ça. J'ai réussi à faire des trucs vraiment très chouettes. J'ai fait une randonnée de 2 heures, un midi en plein cagnard, encore une fois, parce que Emeline est très intelligente quand elle voyage. Donc voilà, tu peux quand même faire des trucs très chouettes et assez divers. En dehors même de la ville, tu as quand même un peu de nature. Ce à quoi on ne pense pas forcément quand tu penses à Hong Kong. Parce que c'est quand même très urbain. Incroyable par contre. Le paysage urbain à Hong Kong est juste incroyable. La nourriture est incroyable. Mais ouais, 4-5 jours. Et après Lombok, donc rien à voir. Île de... quasi pas déserte, mais comparé à Hong Kong, c'est désert. Oui, effectivement. Voilà. Pas de building, juste des maisons, la plage et le sable fin pendant 5 semaines. Ouais, je suis restée là-bas. Donc. Et du coup, moi, je voulais te poser la question, pourquoi cette île-là et pas Bali, par exemple, dont on entend parler partout ? Est-ce que c'était un choix ou c'était... Ouais, alors on avait un peu, comme j'avais mes copines qui me rejoignaient après, on avait un peu plus prévu notre trip. Et j'ai une de mes copines qui voulait absolument aller à Bali. Donc on s'était dit, voilà, pourquoi pas 1 semaine. Moi, je voulais l'Indonésie. Je me suis dit, 1 mois à Bali, ça me paraissait un
peu beaucoup. Ça aurait pu être cool parce que vu que j'avais recommencé à bosser à ce moment-là, je me dis, il y a quand même pas mal de gens qui vivent là-bas pour digital nomade, tout ça. Enfin, c'est assez réputé pour. Donc, je me suis dit, en vrai, ça peut être cool de me poser et d'être entourée de gens qui travaillent aussi pour me motiver à travailler. Et puis après, je me suis dit, non, enfin, j'avais pas spécialement envie. J'ai commencé un peu à rechercher. J'ai vu qu'il y avait Lombok. Je suis tombée dessus un peu par hasard. Et ça avait l'air d'être un peu le côté Indonésie, île tranquille. T'as quand même de l'activité parce que t'avais pas mal de monde en centre-ville, donc tu pouvais rencontrer des gens, tu avais pas mal de gens qui bossaient, donc pas mal de cafés dans lesquels te poser pour travailler. Donc tu avais un peu ce côté aussi où si je voulais me poser pour travailler, j'aurais pu. Et en même temps, tu as le côté où beaucoup moins touristique. Oui, c'est aussi donc, ça. Beaucoup plus tranquille. Après avoir fait, malgré tout, Vietnam, tu pouvais vite être dans la nature et solo, mais ça reste quand même très touristique. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup dans les villes, c'est beaucoup de population. Taïwan, pareil, tu peux trouver des endroits plus calmes, mais c'est comme beaucoup de monde. Hong Kong, on n'en parle pas. Donc juste de pouvoir souffler, d'être tranquille et de se ressourcer avant de repartir après dans un trip dans plein de villes. Je suis vas-y, c'est bien. Ouais, un petit endroit un peu plus calme, un peu plus posé, quoi. C'est ça. Et pour l'anecdote, il y a pas mal de gens qui disent que Lombok, c'est un peu ce qui était Bali il y a 20 ans. Donc le côté, c'est pure Indonésie, mais avec beaucoup moins de monde, moins de touristes. Du coup, c'est peut-être un peu plus difficile aussi de parler aux locaux parce qu'ils parlent très peu anglais. Donc même quand tu pars en guide touristique, des fois c'est compliqué. Effectivement. Mais tu as quand même tous les bons côtés visuels de l'Indonésie. Tu as les mêmes paysages mais avec moins de monde, quoi. Donc selon ce que tu recherches, ça peut être très cool. J'avais fait des recherches quand tu me parlais de cette île parce que je connaissais pas moi avant que tu m'en parles. Et j'ai vu justement sur internet que les gens disaient, enfin les médias et tout disaient que c'était je sais plus comment ils appelaient ça, mais le petit Bali ou un truc comme ça, vu que comme tu dis, ça ressemble beaucoup mais juste avec moins de touristes. C'est ça. Et moi, je sais que on l'a fait depuis Bali, mais je l'avais aussi un peu fait depuis Lombok. Tu as toutes les îles Gili, où tu as des beaux spots de plongée. Et donc, on fait souvent des excursions. Et tu peux le faire depuis Bali, tu peux le faire depuis Lombok. Donc, en plus, tu as un peu les mêmes lieux touristiques que tu peux avoir depuis Bali, mais depuis Lombok. Et je ne l'ai pas fait parce que je ne surfe pas du tout, mais je sais qu'il y a des très bons spots de surf aussi. Même si tu débutes pour apprendre à faire du surf. Je sais qu'il y a des gens qui se déplacent là-bas pour ça, donc je pense que tu peux trouver pas mal de trucs assez chouettes. Trop cool. Donc, Ok, et cool. Du coup, parmi ces 4 destinations, est-ce qu'il y en a une où tu t'es dit c'est plus simple de voyager solo là-bas en tant que femme, ou c'était un peu équivalent pour les 4 pays? En vrai, ouais. Pour moi, je trouve ça assez simple de voyager là-bas. On en parlera. Ça reste accessible. Quand je réfléchis comme ça, il n'y a pas une destination où j'ai galéré, tu vois, pour trouver un bus, pour trouver un... Enfin voilà, à chaque fois, tu arrives à trouver assez facilement. Après, je pense, effectivement, si tu vas à Taïwan où tu as des trains de grande ligne ou le métro, c'est plus facile qu'à Lombok où tu es sur une île. Mais bon, à Lombok, tu as plein de bateaux aussi qui font de île à île. Il y a un aéroport, tu as des taxis, quoi, un peu facilement. Donc, franchement, il n'y a pas... Même en termes de sécurité, je me suis pas sentie en insécurité dans aucun pays. Enfin, ça reste globalement... Enfin, il n'y a pas un pays qui ressort plus que l'autre. Je pourrais tous les conseiller, les yeux fermés, sans problème. À l'inverse, il n'y a pas un pays du coup où tu t'es dit là j'ai un peu galéré, j'ai eu plus de problèmes, je sais pas, à communiquer avec peut-être Lombok du coup, avec les locaux, ce genre de choses. Et encore même pas, parce que par exemple pour les transports, tu as les applications, donc finalement tu n'as même pas presque besoin de parler, juste tu mets ton application et c'est bon. Après dans les hôtels, il y a toujours des gens qui arrivent qui parlent, donc ça va. Au pire des cas, tu as Google Traduction, à chaque fois tu t'en sors assez facilement. Et en plus, je trouve qu'ils ont quand même un sens du service assez développé. Donc non, à chaque fois c'est easy, quoi. Même si t'oses pas trop, moi je sais, je suis pas quelqu'un qui va forcément, qui ose aller vers les gens ou demander les choses, même si je suis en droit de le demander. C'est pas grave, tu m'as oublié, y a pas de souci, c'est pas grave. Et aucun problème, j'ai vraiment zéro souci. Nickel. Franchement, ouais. Est-ce que t'aurais un ou plusieurs endroits à recommander, des endroits peut-être qui sont pas aussi connus que ce que l'on peut voir sur les réseaux, des endroits un peu méconnus que toi t'as pu découvrir et tu t'es dit waouh, mais ça c'est vraiment incroyable? Alors méconnus pas forcément, parce que j'ai l'impression que si tu parles avec des gens qui sont un minimum renseignés, ça revient assez vite. Je sais que pour le Vietnam, j'avais choisi d'aller sur l'île de Cat Ba pour faire la baie d'Along.
qui est ultra populaire et masse de touristes. Et du coup, l'île de Cadba reste assez touristique. Hein. T'as plein d'hôtels, t'as plein de touristes, etc. Mais beaucoup moins que sur la baie d'Along. Mais t'as quand même des excursions qui partent depuis Cadba pour aller faire exactement le même circuit. Donc généralement, c'est un peu moins cher, moins de monde, donc plus agréable. Et tu fais la même chose. Donc ça a été une bonne découverte pour le Vietnam. Trop bien. Après, Lombok pour l'Indonésie, carrément. Sur les îles Gili, j'ai l'impression que l'île Gili Memo était un peu moins touristique que les autres, mais ça reste quand même assez connu et assez touristique. Donc voilà. Après, si je peux convaincre les gens d'aller là-bas, c'est que littéralement, j'ai vu mes meilleures tortues. Et depuis la plage, vraiment, j'étais sur la plage. On a pris notre petit masque, notre tuba, on est allé dans l'eau. Et il y avait l'énorme tortue avec laquelle on a pu nager. Donc incroyable. Mais bon, après ça, tu peux le retrouver un peu partout en Indonésie. Mais voilà, faut le savoir. Ouais. Après, j'ai fait à Taïwan. Donc, si vous déplacez à Taïwan, il y a un endroit qui est incroyable qui s'appelle Alishan National Forest, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est un peu plus vers le nord, si je ne me trompe pas. Et pareil, ça, on l'avait dit. J'avais rencontré une voyageuse qui m'a dit faut que tu ailles là-bas, c'est trop beau et tout ça. Et je n'avais pas forcément vu. Alors, j'avais probablement pas fait assez de recherches ou quoi, donc, parce que ça reste assez connu. Hein. J'ai été entourée de touristes. Mais c'est un énorme parc au milieu d'une montagne. Enfin, tu dois mettre 2 heures en plus pour y aller, je crois. Et c'est une forêt nationale, mais t'es perdu au milieu de... Ça va être assez évident, c'est une forêt, donc il y a des arbres, mais t'es perdu au milieu d'énormes arbres. Et en fait, j'y suis allée, comme c'est en haut d'une montagne, c'était hyper brumeux, il a plu, et en fait, ça faisait une espèce de vibes à la Twilight, tu vois. Mais genre vraiment, je me croyais dans Twilight, tu vois. Et du coup, t'as un peu quelque chose presque de magique, si je peux dire. Enfin, vraiment, tu te balades, t'as une ambiance. Même si tu croisais beaucoup de gens, en fait, je me suis retrouvée à plusieurs reprises solo dans le parc, parce que tu croises, mais entre-temps, tu peux être vite dans solo. Donc ouais, c'est assez incroyable, et j'ai l'impression que c'est pas si connu que ça de Taïwan. Après, j'ai l'impression que Taïwan n'est pas encore hyper popularisé et démocratisé, alors que c'est incroyable comme pays. Oui, j'allais dire, c'est pas le pays où je vois le plus de touristes. Enfin, il y en a forcément, mais je veux dire, c'est pas le premier pays vers lequel tu te diriges. En tout cas, pas chez les Européens. Je pense chez les Asiatiques un peu plus. Mais parce qu'il y a du monde, hein. J'ai vu pas mal de touristes. Ça commence, j'ai l'impression. Et à juste titre. Et j'avais vu des gens dire... Alors, j'ai fait la Corée, j'ai pas encore fait le Japon, donc je peux pas dire si c'est vrai ou pas. Mais j'avais vu des gens dire que c'était un peu entre la Corée et le Japon. Et que si t'aimais l'un ou l'autre, ou les deux, généralement t'aimais Taïwan, parce que c'est très japonisé quand même dans la culture. Quand même. Enfin, en tout cas, dans la pop culture. Après, tout ce qui est nourriture, façon de vivre et tout, c'est très différent. Mais dans la pop culture, il me semble que c'est quand même très japonisé. Enfin, en tout cas, ils ont beaucoup de liens avec le Japon. Donc, si t'aimes l'un ou l'autre, la Corée ou le Japon, généralement, tu apprécies la vibes là-bas. Et du coup, pour l'instant, c'est un peu moins touristique. Donc, c'est peut-être le moment d'y aller avant que ça devienne trop populaire. Peut-être les convaincre. Voilà, exactement. Et la nourriture est incroyable. Mais de toute façon, la nourriture en Asie, j'ai l'impression que globalement, c'est vraiment très, très bon. Ouais, mais là, tout ce qui était dim sum, les raviolis, les nouilles, les bao. De toute façon, en tant que vietnamienne, moi, j'ai grandi avec la nourriture vietnamienne. C'est toute ma vie, quoi. Donc, je peux comprendre. Et du coup, on n'en a pas trop parlé. Enfin, t'en as parlé assez rapidement, mais est-ce que t'as fait des rencontres pendant ces 4 mois de voyage? Ouais. Alors, après, il faut savoir que... il faut sachez que... Il faut sachez que... Je suis assez solitaire de base et je vais pas trop vers les gens. Je m'améliore, mais du coup, c'est pas le truc que je recherche en premier lieu. C'est pas ce que tu voulais forcément. J'aime bien être solo. Par contre, tu rencontres toujours des gens que c'est sur une excursion, des fois juste au restaurant, tu parles à des gens à côté, etc. Et en fait, à chaque fois, tu arrives à te connecter. Et ce qui est assez drôle, c'est que comme tu as beaucoup de personnes qui sont dans le même cas que toi, tu te connectes hyper facilement, j'ai l'impression. Pendant 24 heures, 48 heures, une destination, le temps de quelques jours, j'en sais rien. Ça va être comme si c'était ton ami ou comme si tu connaissais depuis des années. Et après, vos chemins se séparent et limite, on se revoit plus jamais. Et en fait, tu as vécu quelque chose de hyper fort sur un court instant. Et après, la personne sort de ta vie et après, tu recommences. Et donc, c'est hyper particulier comme relation. Mais en fait, à chaque fois, ça fait que j'ai des personnes que j'ai rencontrées en tête, que je pense au Vietnam, là, le Ajang Loop, ou encore aujourd'hui, je vois les stories de ces personnes. Je suis mais oui, t'es là, c'est trop bien, blablabla. Et c'est juste des personnes que tu rencontres pendant 24 heures et après, tu les revois plus, mais tu as ce lien assez fou qui se crée. J'avais rencontré une fille qui s'appelle Coco, que j'avais rencontrée lors du volontariat là, à Taïwan. Et elle était restée que quelques jours, donc on s'était croisés. Et elle venait de Hong Kong. Et du coup, je dis je viens à Hong Kong. Et elle m'avait dit quand tu y seras, tu m'enverras un message et on essaiera de se voir, etc. Et en fait, j'ai passé toute une après-midi avec elle à Hong Kong où elle m'a emmené voir un peu tous les spots qu'elle aimait, etc. etc. Et tu vois, c'est une rencontre où tu te dis en fait, la
La fille, je l'ai rencontrée il y a 1 mois. On s'est parlé 2-3 fois. Enfin, on s'est vu 2-3 fois le temps de son séjour à Taipei. Et après, on s'est plus revus, mais on a gardé le lien. Et après, moi, je suis arrivée à Hong Kong et je suis sûre que si elle me menait à Paris demain et que en fait, je suis là, je serais trop contente de la voir. Et voilà. Donc, c'est assez particulier comme rencontre, mais plutôt cool, je trouve. Et en plus, ça correspond bien du coup à ma personnalité. Ouais. donc, ouais. Trop bien. Moi, ça me fait penser ce que tu dis à... J'avais rencontré aussi quand j'étais partie à Lisbonne. J'avais rencontré des Anglais. On avait passé une soirée ensemble, enfin 2 soirées ensemble, puisqu'ils étaient sur les mêmes dates que nous au voyage. Et comme toi, on n'a pas forcément gardé contact après, mais on se suit et tout sur les réseaux. Et du coup, 1 an après, je suis partie vivre à Barcelone pendant quelques mois. Et il y a un des mecs qui m'a envoyé un message, je sais pas, en plein milieu du voyage, en mode je crois qu'on a vu que t'étais à Barcelone en ce moment. Nous, on vient faire un voyage d'1 semaine là à Barcelone. Est-ce que tu veux qu'on aille boire un verre et tout? Et j'étais genre, mais c'est trop drôle qu'on se retrouve dans un autre pays, autre part, genre 1 an après, alors qu'on s'est pas parlé depuis 1 an. Franchement, les rencontres comme ça, je trouve ça hyper touchante parce que c'est pas des personnes avec qui tu parles, mais quand on passe un moment avec eux, c'est toujours cool, quoi. Ouais, ça. Puis on vit les choses un peu de la même façon, on vit les mêmes, enfin pas les mêmes choses, mais quasiment au même moment. Et c'est vrai que ça, je sais pas, ça crée une connexion, un peu un truc. Ah, toi aussi, t'es en train de vivre ça. Exactement. Qu'est-ce que t'en penses? C'était quoi le plus beau paysage que t'as vu pendant ces 4 mois? Je crois que je vais revenir à Jiangsu. Enfin, vraiment, c'était juste incroyable. Après, Taïwan, j'étais assez, pas forcément surprise, mais finalement, de ce que je m'étais renseignée, de ce que je voyais de Taïwan, c'était beaucoup l'aspect ville ou l'aspect très forêt, très verte. Et le sud de Taïwan, c'est des côtes avec... je crois que c'est un océan. Je vais peut-être dire une dinguerie. Je suis nulle en géo. Moi aussi, voilà, de l'eau. Et bleu, cristalline. Et c'était juste trop beau. Et ça m'avait pas étonnée, mais je dis, c'est cool. Enfin, je m'attendais pas à trouver ce type de paysage ici. Et c'était trop, trop beau et presque inattendu. Je pense aux rizières à Sapa, dans le nord du Vietnam, qui était aussi incroyable. Alors, la Vê Dalong, j'ai beaucoup aimé. Mais vu que j'avais fait la Thaïlande 1 an avant, t'avais... Alors, c'est pas exactement la même chose, mais j'avais fait cette excursion où t'es au milieu de l'océan et au milieu de nulle part, t'as des énormes blocs de terre, de granit qui sort de l'eau, de nulle part, tu comprends pas, t'es au milieu de... Voilà. Pas, mais... Bon, après, il y a des petites îles qui sont pas trop loin. Donc, j'avais un peu vu ce type de paysage et j'avais pris cette claque visuelle en Thaïlande. Donc, après, c'est vrai que la Vê Dalong, qui est pourtant qui est incroyable et qui fait partie de toute façon un patrimoine mondial, donc ça reste incroyable. Et du coup, j'ai fait, je l'ai déjà vécu, donc... T'as moins eu ce waouh que t'avais déjà eu en Thaïlande. C'est vrai que quand tu vois pour la première fois un paysage où vraiment tu te dis, mais attends, je suis au milieu de nulle part, d'où est-ce que ça sort, ces terres-là? Ça fait des blocs, enfin, je pense que tu vois je vois. De quoi je vais parler. Et j'avais pris déjà cette claque visuelle en Thaïlande. Et voilà, c'était quoi la question? Le plus beau paysage que t'as vu. Du coup, peut-être pas la Vê Dalong. Non, ça reste, mais j'avais eu moins l'effet waouh. Parce que j'avais déjà vu un paysage similaire en Thaïlande. Mais ça reste incroyable. Bien sûr. Après, j'ai eu mauvais temps en plus, donc c'était pas la ça joue un peu. Mais c'est incroyable, parce qu'en plus, le bateau, à un moment donné, il s'arrête et il dit, bon, allez, tu vas te baigner, vas-y. Moi, j'aime pas trop l'effet, en plus, tu vois vraiment pas, parce que l'autre silo, elle est un peu presque comme il faisait moche. On aurait dit qu'elle était noire, parce que c'est profond et sans lumière. Enfin, tu sais, ça fait vraiment cet effet de lac où tu vois pas et tout. Je suis vraiment... je fais, non, vas-y, j'y suis là, c'est le moment d'y aller. Et c'est incroyable, tu plonges, encore une fois, dans cette idée de t'es au milieu de nulle part et tu plonges dans l'eau et tu te relèves et tu fais, est-ce que je suis vraiment là? Est-ce que je suis vraiment en train de vivre ça? Puis le bateau, il était pas loin, donc c'est bon. Et ça va, je suis quand même en sécurité. Donc il n'y a pas de monstre qui arrive, c'est bon. Et là, du coup, pour faire un mini bilan de ces 4 pays, si t'avais, je sais que mes questions sont dures, mais si t'avais un seul pays à retenir de ces 4 pays, tu choisirais quoi? Là, un pays que tu recommanderais à tout le monde? Peut-être, du coup, je dirais Taïwan. Pour le côté, c'est pas encore la destination à laquelle on pense. Je me dis, Vietnam, ça reste un incontournable de beaucoup de personnes. Enfin, je sais qu'il y a plein de personnes qui rêveraient d'y aller et je recommande d'y aller parce que c'est un voyage qui vaut le détour. Lombok, du coup, je recommanderais peut-être plus, pas forcément à la place de Bali, mais en complément de faire les deux, parce que ça peut être toujours intéressant. En plus, à Bali, t'as tous les temples, donc ça peut être chouette à voir aussi. Mais Taïwan, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, et c'est une destination incroyable. Et en plus, t'as un peu le côté, tu peux à la fois avoir la ville, ils ont des chouettes villes, ils ont des chouettes coffee shops. T'as aussi tout le côté nature, mer, côte, ou la nature vraiment forêt au milieu de la nature, avec des cascades. Enfin, c'est hyper... diversifié finalement, tu as énormément de choses à faire. Donc peut-être que je dirais Taïwan pour le côté pas encore assez populaire, alors que ça mériterait beaucoup plus. Et on va essayer d'en profiter avant que ça devienne trop touristique. Faudrait peut-être pas que je le dise du coup. T'inquiète, il n'y a pas encore beaucoup d'auditeurs sur le podcast, donc ça devrait aller. Jamais. Et du coup, alors tu avais rempli un formulaire pour passer dans le podcast et tu m'avais dit que tu étais une grande stressée
de la vie dans la vie quotidienne. Et pourtant, en voyage, tu l'étais pas du tout. Est-ce que tu saurais expliquer pourquoi et d'où ça vient? Non. Ça, c'est la vraie question. Je saurais pas l'expliquer. Parce que vraiment, en plus de ça, je t'ai dit que je voyageais avant et je voyageais beaucoup en Europe. Ouais. Donc, tu dis, l'Europe, c'est quand même la facilité. Des fois, je partais en bus. Donc, tu dis, bon, il arrive quoi que ce soit, tu reprends un bus. Enfin, c'est assez simple. Exactement. La langue, ça reste assez similaire. Je me dis, même si mes parents doivent prendre la voiture pour venir me chercher, c'est bon. Et je me rappelle que j'étais tellement stressée avant de partir. Mais quand je te dis stressée, c'est, tu sais, le truc un peu bête où 3 jours avant, je faisais des cauchemars en me disant oh là là, je suis à l'aéroport, j'ai oublié ma valise ou j'ai oublié mon passeport, alors que je prenais même pas l'avion. Enfin, tu vois, c'était des trucs qui étaient pas logiques. Je faisais des listes hyper longues en mode faut pas que t'oublies ça, faut pas que t'oublies ça. Et vraiment, ça me stressait. Alors qu'en plus, je partais avec des gens qui généralement étaient plus organisés que moi. Ouais, donc vraiment une grosse stressée. Ouais, vraiment. Et là, j'étais tellement sereine et je pourrais pas expliquer ce qui fait que. Parce que j'ai une anecdote que je raconte assez souvent, c'est que j'ai un souvenir très vif de moi dans un bus en Thaïlande. En direction de Sukhothai, qui est du coup un site archéologique avec des anciens temples. Enfin, c'est magnifique, qui est moins popularisé. En tout cas, il y a moins de touristes, notamment de touristes, on va dire européens. Je pense que c'est un peu plus connu parmi les Thaïlandais. Ok. Donc vraiment, j'étais pas perdue, j'étais pas la seule à y être, mais voilà, il y avait pas beaucoup de monde et j'étais dans le bus avec que des Thaïlandais. Pas un seul Thaïlandais qui parlait anglais. Ils me comprenaient pas. J'avais pas de réseau. Je savais pas où j'étais pas sûre d'être dans le bon bus. Et j'étais en mode vas-y, c'est bon. Écoute, au point où on en est. C'est ça, vraiment, j'étais en mode, c'est beau. De toute façon, j'avais déjà passé une semaine en Thaïlande, j'ai vu que les Thaïlandais étaient juste incroyables et gentils. Je fais, au pire des cas, il y aura bien quelqu'un qui aura pitié de moi et qui viendra m'aider. Et vraiment, j'étais, mais relax. Le stress envolé, quoi. Et je me dis, mais moi, tu sais, j'étais dans le bus, je me dis, mais attends, c'est pas normal, t'es pas en train de stresser, là, en fait. Enfin, à tout moment, t'es perdu au milieu de la Thaïlande, tu sais pas où t'es. Et pas de stress. Et je pourrais pas l'expliquer. Après, c'est un voyage que j'avais pas idéalisé, mais je m'étais fait tellement de films dessus et j'avais tellement envie d'y aller. Et tu sais, un peu cette impression de quand je suis arrivée, je suis à la bonne place, tu vois, je suis là où je dois être. Je suis partie avec un budget où je savais que j'avais assez pour survivre. Et en plus de ça, j'avais même un petit peu, en cas de pépin, je pouvais rentrer, voilà. Je pense qu'aussi, je m'étais un peu fait une liste de tout ce qui pouvait aller de travers. Et j'ai un peu essayé de débanquer mes peurs en me disant, bon, ok, pire des cas, qu'est-ce qui t'arrive? Ok, ça, c'est pas si grave, t'as telle solution. Ok. C'est pas mal, ça. Ouais, et en fait, je pense que ça m'a aussi aidée de me dire que, pire des cas, il y aura toujours une solution qui fait que... Et du coup, mes peurs, elles étaient aménusé. Enfin, tu vois, c'était diminué plutôt. C'était pas aussi terrible que ce que je pensais. Et du coup, je me suis dit, vas-y, tranquille. Alors, je sais pas si aujourd'hui, tu es toujours autant stressée un peu dans ta vie quotidienne. Ouais. Et du coup, j'allais dire, est-ce que tu penses pouvoir trouver des petits trucs que tu avais, par exemple, en voyage pour être un peu moins stressée dans la vraie vie? Ouais. En fait, je pense qu'il y a un truc aussi quand tu voyages. En plus, moi, je pars... j'essaye de partir sur des longues périodes. Ouais. Je pars avec, on va dire, zéro responsabilité. Ce que je veux dire, c'est que mon métier me permet je peux travailler à fond pendant 8 mois, faire un max d'économies de côté, et ensuite, je peux partir plusieurs mois sans travailler. Okay. Et après, je retravaille. Et donc, je pars vraiment avec l'esprit un peu vide. J'ai pas de responsabilité. Ok, ouais, je vois. En plus, je suis solo, donc au pire des cas, je me dis, il y a que moi qui est responsable. Il y a que toi à gérer et t'as pas à t'occuper de quelqu'un d'autre, quoi. C'est ça, je me dis, au pire, je suis malade, c'est pas grave, tu vois, il y a pas le truc de dire oui, mais s'il y a un truc qui va pas, si je suis fatiguée, la personne avec qui je suis, ça va lui gâcher son voyage, etc. Et en fait, je pense que c'est vraiment le fait d'avoir zéro responsabilité, de me dire que je pars avec mon budget et je sais que je peux m'en sortir et je dépense ce que je peux dépenser et après, c'est fini, je rentre. Donc ça, c'est difficile à le mettre, pas impossible, je pense, mais un peu plus difficile de le mettre dans la vie de tous les jours, parce que forcément, dans la vie de tous les jours, dans la vie d'adulte, on a des responsabilités. C'est pas aussi facile. Non. Et du coup, c'est assez compliqué. Et en plus, moi, ce qui me stresse aussi beaucoup, c'est de me dire... on va partir sur une thématique complètement différente de ton podcast. Dis-moi. Mais c'est un peu le côté de où est-ce que je vais dans ma vie, ce qui est un peu aussi ça, c'est qu'aujourd'hui... c'est ça, moi, aujourd'hui, je disais, j'ai 27 ans, je bosse quand j'ai envie de bosser, entre guillemets, ou quand j'ai besoin de bosser, bien évidemment, mais tu vois, j'ai rien de tangible, on va dire, dans la vie. Ça stresse aussi de dire qu'à 27 ans, en fait, j'ai fait des trucs incroyables. Je comptais avec mon père la dernière fois tous les pays que j'ai fait, tous les pays que j'ai visités. Enfin, j'ai vécu des expériences incroyables et je le regrette pas. Et de toute façon, je me suis dit, bon, je me laisse encore 2-3 ans pour continuer à faire cette vie-là et après, j'essaierai quand même de me poser un petit peu. Et je pense que c'est ça aussi qui stresse au quotidien, de se dire, t'as la vie quand même qui continue. T'as cette impression, je sais pas si ça te fait ça quand tu voyages, même sur des petites courtes périodes, mais après, tu l'as peut-être plus vécu à Barcelone. Ta vie, elle est un peu mise en pause presque. Complètement, ouais. C'est ça, c'est que la vie, elle continue ailleurs, mais toi, t'es dans ton petit truc et du coup, t'es dans ta petite bulle
tranquille et tu vis ta vie et les autres continuent d'avancer. Alors, toi aussi, t'avances, mais c'est pas pareil. Ouais, complètement, ça me l'a fait aussi. Mais ouais, et après, tu reviens en France, tu fais ah. Ou si tu fais ça, mais en France, tu reviens dans la ville dans laquelle tu évolues de base et tu dis, mais en fait, là, il faut que je revienne à mes habitudes. À mon petit quotidien. Ouais. Et du coup, c'est peut-être plus ça qui stresse et. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Voilà, c'est un autre sujet, tu vois, c'est pas... Donc, je sais pas. Ok, bon, j'espère que tu arriveras quand même à trouver une petite source d'apaisement. Et... Ouais. Oui, après, ça va, c'est gérable au quotidien, ça m'empêche pas. Non. C'est pas non plus une grande anxiété. Non, j'espère que ça continue comme ça. Je croise les doigts pour toi aussi. Je sais pas, peut-être qu'à 30 ans, mon anxiété, elle va grandir, je sais pas. On sait pas. Je me laisse encore 2 ans pour voir. Du coup, je voulais aussi qu'on parle du fait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est complètement fou et complètement... Enfin, que t'as un courage de dingue de partir comme ça, seul à l'autre bout du monde. Et d'ailleurs, c'est toi qui m'as proposé qu'on en parle. Parce que pour toi, c'est pas si dur, entre gros guillemets. Enfin, c'est pas le terme, mais c'est pas inaccessible. Et tu me disais, toi, si toi tu peux le faire, tout le monde peut le faire. C'est ça. C'est que je me dis, si de base, moi, je suis assez stressée, je me débrouille, mais je me débrouille comme n'importe qui. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus débrouillards que moi. J'ai une curiosité, mais je sais pas si je suis introvertie, mais je suis plus du côté introverti que extraverti, donc j'ai du mal à aller vers les gens, etc. Et pourtant, j'ai réussi à m'adapter assez facilement à chaque fois au voyage et à trouver une façon de voyager qui me convenait. Parce que c'est ça le truc aussi, c'est que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont une vision assez stricte, on va dire, de ce que c'est que de voyager ou de ce que c'est que de voyager solo. Ouais. Alors qu'en fait, tu as plusieurs façons de voyager, tu as plusieurs solutions. Tu as juste à trouver celle qui te convient le mieux. Et une fois que tu as trouvé celle qui te convient le mieux, en fait, c'est facile avec certaines limites. Enfin, par exemple, si tu as peur de voyager solo parce que tu as peur de ne pas te sentir en sécurité, y a des trucs assez simples à mettre en place au quotidien. Moi, je sais que je fais quand même attention, c'est que généralement, j'essaye d'éviter de sortir après une certaine heure quand je suis seule. J'évite de boire de l'alcool, j'évite de boire même des verres. Enfin, j'aime. Déjà en France, je n'accepte pas forcément les verres qu'on me donne, mais voilà. Voilà. Donc, tu vois, il y a des choses qui peuvent être mises en place. Si tu as peur d'être seule, parce que tu n'aimes pas être seule, tu peux aller dans des infrastructures style auberge de jeunesse, où tu sais qu'il y a plein de gens qui sont dans le même cas que toi. Et je me souviens d'ailleurs, pour la Thaïlande, où c'était mon premier voyage solo, on va dire, long. J'étais dans une auberge de jeunesse et littéralement je suis sortie de l'avion, j'ai pris mon sac, je suis arrivée dans l'auberge de jeunesse, je me suis posée parce que j'avais pas encore accès au dortoir et il y a une fille qui est arrivée, d'ailleurs c'était une Française, je le savais pas mais on s'est rendu compent, et elle s'est posée et elle a commencé à me parler et en fait dès mon premier instant en Thaïlande, j'ai trouvé quelqu'un avec qui parler et on avait passé la soirée ensemble, aller dans un marché connu de Bangkok. Sans que j'ai à faire quoi que ce soit, tu vois. C'est la personne qui est venue. Il y aura toujours des personnes plus extraverties, plus sociales, etc. Et puis même, tu fais des excursions, il y a des gens. Donc, à chaque fois, en fait, tu as des solutions pour te mettre à l'aise. Tu peux trouver assez facilement. Après, du coup, pour moi, c'est ça qui est accessible. Il faut juste prendre le pas, faire le premier pas, de dire, vas-y, je me lance. Ouais, parfois, c'est plus dur, mais... si t'as vraiment envie de le faire. Ton anecdote avec la fille en Thaïlande, ça me fait penser... j'ai un peu vécu la même chose, du coup à Barcelone, mais mon premier voyage solo à Barcelone, avant ce gros voyage de 3 mois, j'étais partie pour 5 jours à la base, je suis restée 10 jours, parce que j'avais rencontré des gens, une bande de potes assez cool. Et en fait, pareil, le premier jour, j'étais dans une sorte de... C'était un peu comme une auberge, mais c'était plus un co-living, beaucoup plus petit qu'une auberge. C'était un très grand appart, mais les chambres, il y avait... c'était des dortoirs de 4 ou 6 lits maximum. Et donc, le premier soir, moi, j'y suis allée en mode, je suis là solo, mais je suis pas contre aussi faire des rencontres. J'étais un peu paumée, quoi. Je savais pas trop quoi faire. Et pareil, le premier jour, il y a 2 mecs, du coup, du co-living. Pour le coup, c'était des mecs, donc c'était un peu plus risqué. Ils me disent, alors, on va boire un verre avec tout le monde si tu veux et tout. Et j'étais très, très timide et je me suis dit, non, j'ose pas trop, tu vois. Et après, je me suis dit, non, mais... Vas-y, là, t'es là quand même, faudrait sortir un peu de ta zone de confort et c'est aussi ce que je voulais faire. Et du coup, j'ai dit, bon, vas-y, YOLO, j'y vais et tout. Sauf que ce jour-là, alors, je ne conseille pas, mais j'ai oublié mon téléphone chez moi. Premier jour, en arrivant, j'oublie mon téléphone, on part en boîte, je rentre à 6h, il n'y a rien qui va. Je suis encore en vie, c'est bon. Vraiment l'inconscience, quoi. Mais je suis toujours en vie, mais c'est pas conseillé. Mais du coup, c'était pour dire qu'effectivement, il y a toujours, en tout cas dans ce genre d'établissement ou de logement, les gens sont un peu dans la même optique que toi, de rencontrer des gens et parler à plein de monde. Donc, il y a forcément des gens qui viendront vers toi. Ouais.
Et puis c'est ce qu'on se disait, c'est que, tu vois, toi, tu as commencé avec Barcelone sur 5 jours de base, mais après, tu as augmenté. Moi, tu vois, ma première expérience, c'était en tant que fille au pair. Donc, tu avais aussi, je pars solo, mais j'ai une structure. Ouais. Et donc, en fait, aussi, on peut prendre des mini-étapes au fur et à mesure pour se sentir à l'aise et se dire, OK, d'accord, je suis prête. Et je me dis, c'est peut-être pour ça aussi que j'étais aussi sereine pour la Thaïlande. C'est que j'avais fait ces premières mini-expériences qui m'ont fait me dire, bon, tu peux survivre seule, c'est bon, tu es en capacité. Et du coup, après, c'est peut-être aussi un peu plus facile de se lancer. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y en a plein qui pensent, je dis n'importe quoi, partir en Australie à l'autre bout du monde pendant 6 mois alors que t'es jamais parti en solo avant. C'est vrai qu'il y a quand même des étapes que tu peux faire avant. C'est ce que je dis souvent quand je dis aux personnes, quand je conseille aux personnes de partir en solo, je dis t'es pas obligé de partir en Thaïlande. Tu peux aller déjà, rien qu'en France, faire un week-end en France toute seule, déjà voir comment tu te sens toute seule, est-ce que t'aimes bien et tout. Et moi, pareil, en Barcelone, je savais que là, c'était à côté. S'il y a un problème, je reprends un avion. Plus les billets Paris-Barcelone ne sont pas très chers. Voilà. Donc, il y a forcément des choses à ajuster que tu peux faire pour te sentir un peu moins anxieuse, quoi. Carrément. Mais c'est une bonne idée, le week-end en France. J'ai une copine comme ça. Elle va peut-être nous écouter. C'est bien sûr, elle va nous écouter. Qui était partie. Elle pensait pas pouvoir partir solo et elle s'était fait un week-end en France, pas si loin de Paris en plus. Et elle appréhendait et en fait, elle s'est rendue compte que déjà d'une, elle pouvait rester solo et en plus, il y a des bons côtés de voyager seule, c'est que tu fais ce que tu veux quand tu veux. Et du coup, elle s'est dit, en fait, c'est pas si mal que ça, je peux le faire aussi. Et donc, de faire des mini-étapes, c'est un bon conseil, je trouve, effectivement. Et du coup, tu dirais quoi aux personnes qui osent pas se lancer à faire que ce soit un gros voyage comme toi ou un plus petit voyage solo pour commencer? Parce que je pense qu'il y en a plein qui se mettent des blocages un peu dans leur tête en mode c'est impossible alors que en fait c'est totalement possible, quoi. Alors, je pourrais faire la réponse chiante de lance-toi. Lance-toi, mais en vrai, ce qu'on disait, c'est... parce que je pense qu'il y a vraiment des gens, c'est pas fait pour eux et c'est OK. Oui, carrément. Tu vois. Je pense que le premier pas, ce serait ce qu'on disait de débanquer un peu tes peurs. Peut-être de lister, te dire, aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait peur en voyageant solo? Quelles sont les solutions? Par exemple, ce qui me fait peur, c'est de ne pas savoir me débrouiller. La solution, c'est tu te prends une carte SIM avec Internet et tu te télécharges Google Trad sur ton téléphone et c'est bon, tu peux communiquer avec tout le monde. Est-ce que c'est de ne pas savoir quoi faire, comment faire, où aller, etc. Ça te rassurerait d'avoir des gens sur qui compter, même si tu voyages solo. Effectivement, de prendre de faire des voyages comme du volontariat où tu vas être entouré de gens, mais tu auras quand même une expérience solo, ou d'aller dans des endroits style auberge de jeunesse où tu es sûr de rencontrer des gens qui sont dans la même situation que toi, etc. Donc, un peu tout débunker et ensuite, comme tu disais, tester. Tu fais un week-end, même en France, dans un pays européen. Ça peut être juste, si tu as peur de vraiment partir, tu pars avec quelqu'un et après, toi, tu restes juste 1 ou 2 journées en plus. Comme ça, en plus, tu es déjà dans le pays, introduit. Et tu vois, c'est aussi un peu une manière de tester. Et une fois que tu remarques, toi, que tu es en capacité de le faire, tu vas au fur et à mesure faire plus grand et sereinement. Du coup, tu ne seras pas avec le stress. Donc, ça peut être un bon conseil, je pense. Ouais, je pense aussi. Si tu l'acceptes, est-ce qu'on peut parler budget de ce gros voyage? Alors, tu m'as dit que tu es partie avec un budget prédéfini. Ouais. Et du coup, comment tu t'en es sortie? Est-ce que tu as dû travailler un peu sur place pour quand même avoir des rentrées d'argent? Après, tu es freelance, donc tu peux voyager et travailler en même temps. C'est pas mal. C'était le but. C'était du coup. le but. Alors, je suis partie fin mars. Alors, ce qu'il faut savoir, en plus, quand tu es freelance, c'est que tu sais, c'est que tu peux être payé 30 jours après ta facture. Donc, déjà, au mois d'avril, j'ai eu des rentrées d'argent. Okay. Et après, j'ai recommencé à travailler au mois de juillet, mi-juillet. Mais du coup, j'ai passé 2-3 mois sans travailler. Et je suis partie avec un budget... J'ai regardé tout à l'heure pour être sûre. J'avais 5 000 €, je crois, pour ces 4 mois. Ok. J'ai tout dépensé. Mais il faut savoir que j'essaye un peu de faire attention à mon budget, d'économiser, etc. Mais j'aime bien mon petit confort aussi. Donc, je parlais d'auberge de jeunesse, j'en ai pas fait beaucoup, pour être tout à fait honnête. Après, l'Asie, ça reste assez accessible en termes de budget. C'est aussi pour ça, une des raisons de pourquoi j'ai privilégié l'Asie, par exemple, sur le Canada, qui me fait hyper envie, c'est que c'est pas les mêmes dépenses. Donc, pour rester longtemps, c'est quand même beaucoup plus avantageux et possible. Et en fait, tu peux trouver des solutions assez facilement, que ça soit des nuits pas trop cher, ou ce que je disais, le système de volontariat qui peut aider, c'est ce que j'ai fait pour Taïwan, pour limiter.
Donc, il faut savoir que moi, j'ai fait 4 mois, j'ai fait 5000. Clairement, tu peux faire pour beaucoup moins. Il faut savoir aussi que j'avais pris mes billets d'avion très en retard pour le Vietnam. Donc, j'avais payé plus de 600 € mon billet d'avion. Tu peux, pour juste un aller. Hein. Ah oui, juste donc, un aller. tu peux largement optimiser ton budget avion si tu t'y prends un peu plus en avance. Moi, je savais pas trop par rapport à mon travail, justement, quand est-ce que j'arrêtais, etc. Donc, tu peux optimiser beaucoup plus facilement ce budget-là. Mais voilà. Ok. Et est-ce qu'il y a des 4 pays qui t'a paru le plus... Enfin, le moins cher, du coup? Enfin, non, j'ai pas bien posé ma question. Est-ce qu'il y en a un qui est plus abordable? Voilà. Je dirais que Lombok, ça reste plus abordable pour l'instant parce que moins touristique. Ouais. Vietnam, ça reste très abordable, mais comme il y a quand même énormément de touristes, notamment dans les grandes villes, tu peux vite lâcher de l'argent. Ouais. Lombok, comme Vietnam, tant que tu restes dans le local, ça va. Mais après, tout ce qui est excursion, tout ce qui est lié aux touristes, tu raques beaucoup plus. Hong Kong, très cher, mais parce que c'est la ville qui veut. Même si tu peux trouver des solutions assez accessibles. Donc, je dirais, Hong Kong peut-être la plus chère et Lombok la moins chère. En tout cas, la plus accessible en termes de dépenses, que ce soit logement, même nourriture, tu manges pour 3 fois rien. Mais après, en règle générale, ça reste même le Taïwan, c'est beaucoup plus cher quand tu compares, par exemple, à l'Indonésie ou à la Thaïlande. Mais quand tu compares au Japon et en Corée, ce qu'on disait quand on faisait le parallèle, ça reste beaucoup plus accessible quand même. Donc, ouais. Intéressant. Voilà. Et du coup, pour un peu conclure, est-ce que tu penses que ce voyage a changé la personne que tu étais? Je sais qu'il y en a plein qui partent en voyage et qui prennent justement confiance en eux en voyant qu'ils peuvent voyager solo, etc. Ouais, y a un peu cet effet de si je peux me retrouver fin fond de la Thaïlande avec des gens qui me parlent pas aucune de mes langues et que j'arrive à m'en sortir, t'as un peu ce truc de je peux tout faire. Ouais. Après, j'ai pas fait ce travail d'introspection sur moi-même. J'ai pas l'impression d'avoir tant changé que ça, ce qui est assez incroyable parce que je suis sûre que oui. C'est juste que pour l'instant, j'arrive pas encore à voir les effets. Après, rien que ma perception des relations humaines, je pense qu'elle est un peu différente. Je vais beaucoup plus vers les gens. Je suis moins, pour rester en cliché, de la parisienne qui a grandi en région parisienne. C'est vrai qu'avant, quand on m'abordait, je me disais, oula, qu'est-ce que tu me veux? Laisse-moi tranquille. C'est ça. Que le fait de voyager, de rencontrer des gens où ils sont quand même, ils évoluent dans un environnement où ils sont beaucoup plus ouverts aux autres. Ça te remet aussi en perspective tes relations humaines, de dire, en fait, il faudrait peut-être aussi ouvrir un petit peu plus et ouvrir ton esprit et aller un peu plus vers les gens. Je pense que ça aide beaucoup. Clairement, je suis pas sûre qu'il y a 4 ans, il y a 4 ans, j'aurais répondu à ton petit questionnaire pour passer sur ton podcast. Je me serais dit, oh non, je la connais pas, ça va être, je peux pas, ça va être bizarre et tout. Et au final, non, tu te rends compte que tu mets des barrières en fait assez invisibles et ça t'empêche de vivre des trucs très chouettes comme enregistrer cet épisode de podcast. Donc ouais, je pense que c'est plus sur ce côté-là. Mais je sais pas, peut-être qu'il faudra me réinviter dans 5 ans pour que je te donne une vraie réponse. C'est vrai que là, je te pose la question comme si c'était un truc évident, mais c'est parce que certaines personnes, c'est évident en mode ça m'a trop changé, etc. Mais enfin, tant mieux, hein, si c'est. Toi, t'as l'impression que ça t'a. Mon voyage à Barcelone? Ouais, est-ce que justement tu te dis tu vas plus sortir de ta zone de confort ou est-ce que tu vas plus. Franchement, quand même, je pense, parce que déjà, j'étais hyper timide. Je suis encore un peu, mais il n'y a pas que Barcelone qui m'a aidée sur ça, mais je pense aussi la vie qui passe et l'âge. On arrive à un stade où on s'en fiche un peu plus. Exactement. Ouais, je pense que ça m'a quand même changé. J'étais très... moi, pour le coup, je suis très introvertie. Je reste beaucoup chez moi, je fais pas grand-chose. À Barcelone, c'était tout l'inverse. Je sortais tous les soirs. J'étais, comme je te l'ai dit, premier soir, je rencontre des gens, je suis en boîte, je rentre à 6h, j'avais pas mon téléphone. Enfin, un délire. Mais moi, je pense que ça m'a quand même changé. Peut-être pas aussi... pas brusquement, mais c'était pas frontal, quoi. Mais je pense qu'au fond, quand même, C'est vrai que je sais que dans l'épisode d'avant sur la Polynésie, j'ai oublié son prénom. C'est Lou. C'est Lou. Désolée, Lou. C'est vrai qu'elle avait ce truc un peu de ça a eu un vrai impact. Voilà, c'est pour ça que je te posais la question aussi. Et des fois, les voyages, c'est juste. C'est déjà énorme. Mais tu sais, c'est juste, tu pars et tu vis des choses incroyables et tu rencontres des gens incroyables. Et ça te change un peu la perception sur la vie, sur ton rapport à énormément de choses, que ce soit la famille, le travail, enfin qu'importe. Mais ça n'a pas forcément un impact incroyable sur ta personnalité, sur qui tu es. C'est juste que ça ajoute quelque chose à ton expérience qui fait que tu vas vivre les choses différemment et c'est déjà énorme. Hein. C'est déjà énorme, je suis d'accord. Et du coup, tu as un prochain voyage prévu là ou pas encore? Oui, dans 2 semaines, je pars au Japon. Mais c'est incroyable, tout le monde part au Japon. Parce que lui aussi, elle part au Japon à très bientôt. Ouais. Il paraît que c'est le bon moment pour y aller. Bon, pas au mois d'avril, parce que là, je pars en plein boom touristique du mois d'avril. Les cerisiers et tout. Ouais, on va essayer. C'est pour ça qu'on partait à ce moment-là, parce que je suis avec mon petit frère qui voulait
enfin pas absolument, mais qui voulait aller les voir. Donc on va tenter, on verra, parce que c'est la nature. Mais ouais, j'ai l'impression que tout le monde part au Japon et je suis très contente d'enfin y aller à mon tour aussi. Ouais. Et vous partez combien de temps du coup? 2 semaines. Ok. Ouais, à peu près 2 semaines. Trop bien. On va pas mal bouger, donc ça va être épuisant. Mais ça va être très chouette. Donc première fois là-bas, donc... On revient toujours à ce premier podcast sur le Japon où justement... Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Mais c'est drôle parce que tout le monde y va. Enfin, c'est drôle. C'est vraiment un endroit où tout le monde vraiment veut aller. Et ça a l'air vraiment... Enfin, tous les gens qui vont là-bas me disent « Mais j'ai trop envie d'y retourner, quoi. » Donc, écoute, tu me diras. Ouais, c'est ça. Et oui, parce qu'en plus, j'ai une copine qui allait l'année dernière et pareil, elle m'a dit « Mais oh là là, le Japon, tu as tellement aimé, ouais, c'est incroyable et tout ça. » Et ouais, il paraît que c'est assez mind-blowing. Je sais pas... Tu ressens tes waouh, ok, claque monumentale. Donc ouais, j'espère. J'espère de pas être déçue du coup parce que j'idéalise peut-être un peu trop ce voyage, mais bon. Bah écoute, j'ai ma copine Romane du coup du premier podcast qui idéalisait beaucoup et elle a pas du tout été déçue. Ouais, donc finalement. Bon, je te mets pas trop des hautes attentes non plus, mais... Je vais revenir, je vais m'arrouiller. non, bon, je te dis rien, mais de toute façon, je suis pas allée, mais je te le souhaite. Mais en vrai, je pense qu'il y a quand même peu de chances que je sois déçue malgré tout. Donc, trop bien. Il faudrait juste qu'il fasse moche pour que je sois déçue, quoi. Il y a encore que même pas. Des fois, même sous la pluie, tu sais, t'es dans un pays ou dans une ville que t'as envie de faire, t'es en mode c'est pas grave, il pleut, c'est pas grave. C'est ce qui s'est passé à Séville. Ouais, voilà, c'est ça, t'es juste content d'être là. Donc ouais, exactement. Bon, merci. Est-ce que t'as peut-être un petit dernier mot à faire passer aux personnes qui n'osent peut-être pas sauter le pas? De vraiment se lancer. C'est tellement bateau comme réponse, mais c'est vrai. Justement, ça peut paraître tellement bateau parce que tout le monde le dit, mais si tout le monde le dit, c'est que c'est vrai. C'est qu'il y a une raison, ouais. Et je sais plus c'est qui avait dit ça surtout, et je trouve ça hyper pertinent comme commentaire. Je me demande si c'est pas Jackie Chan, mais je suis vraiment pas sûre de moi. Parce que j'ai vu ça sur Instagram. Okay. Mais je crois que c'est lui qui a dit que, ou alors une des personnes, parce que je pense que tout le monde le dit, que de toute façon, il faut absolument voyager tant qu'on en est jeune parce que l'argent, ça revient, mais les souvenirs, c'est important de les créer. Donc qu'importe les blocages, essayez de voir comment vous pouvez essayer de les surmonter et de pas passer à côté de vos envies, de vos rêves, parce que de toute façon, les regrets, ça fait mal plus tard. Donc... Là, on part sur un truc. Voilà, on part beaucoup trop loin. Mais tout ça pour dire, c'est que faut se lancer. C'est pas aussi inaccessible que ce qu'on pourrait penser. Il y a toujours des solutions, que ce soit des voyages organisés, si vraiment ça vous fait peur et que ça peut vous rassurer. Il y a des organismes, il y a tellement de façons de voyager. Et c'est ça aussi qui est peut-être important à dire, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de voyager, mais plusieurs. Il y aura forcément une solution qui te convainc, qui te convient. C'est mieux. Il y a forcément une solution qui te convient. Il faut juste trouver laquelle et se lancer. C'est un beau message sur le fin. C'est vrai que ça me fait penser, juste pour terminer, quand tu parlais des voyages organisés, il y a plein d'organismes comme ça qui organisent, pour réunir plein de voyageurs solo. Il y a, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a Copines de voyage. Copines de voyage pour les femmes. Il y a We Road, c'est pas que pour les femmes, mais je crois qu'il y a des voyages spécialisés aussi femmes si on cherche un peu. Et je pense que, je voulais tester, mais je pense que c'est une bonne alternative aussi, parce qu'en plus tout est organisé, tout est cadré. C'est ça. Donc ça c'est chouette. En vrai, c'est aussi, on a dit que c'était terminé. Non, vas-y. Mais c'est aussi, j'adore moi programmer mes voyages, me dire voilà c'est moi qui choisis, etc. Mais il y a quand même quelque chose d'assez reposant de se dire tu laisses quelqu'un d'autre gérer pour toi et toi t'as juste à être là, à te présenter et tu te laisses guider. Et en plus, il y a des organismes qui sont hyper quali, effectivement, et qui t'aident à vraiment optimiser au mieux ton voyage. Et tu vois plein de choses extraordinaires. Et en plus, tu peux plus facilement rencontrer des gens assez chouettes. Carrément. Donc, ça peut être une bonne solution aussi. Voilà, on vous a donné plein d'idées. Voilà. Donc maintenant, vous voyagez. Let's go. C'est bon. Et merci beaucoup, Emeline. Merci à toi. Pour cette petite discussion. C'était vraiment trop chouette. On peut te retrouver sur Instagram ou tu n'es pas obligée de le dire? Non, si tu veux je crois que je suis en privé, mais, mais sur mon Booksta. Mais c'est plus de livres. Mais si vous voulez me suivre, c'est Liro écrire avec plaisir. Je vous le mettrai. Et merci beaucoup. Merci à toi. Et merci à vous d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Et on se retrouve dans un mois à peu près pour le prochain épisode. Bisous.